Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une personne sur 7 âgée de 15 ans et plus ne possède pas des compétences de base en lecture et en écriture selon des chiffres fournis par l'UNESCO. Cela donne au total plus de 750 millions de personnes à travers le monde considérées comme analphabètes. Rappeler aux décideurs politiques, aux praticiens et au public l'importance critique de l'alphabétisation pour une société plus instruite, juste, pacifique et durable. C'est l'objectif de la Journée internationale donc de l'alphabétisation célébrée le 8 septembre. Ici au Mali, les activités commémoratives de la journée ont été lancées ce jeudi sous la présidence du Premier ministre. Relever les défis de l'analphabétisme pour l'autonomisation de la population malienne, c'est l'ambition de la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales. La directrice est notre invitée, Madame Sila Fatmata Sissé. Bonsoir. Bonsoir, M. Konaté. Bienvenue sur le plateau de l'invité de la semaine et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci. Avec plaisir. Promouvoir donc l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix, c'est le thème retenu pour la célébration donc de cette journée internationale de l'alphabétisation. Alphabétisation, langue nationale et paix, dites-nous quel rapport? Et merci pour l'opportunité que vous m'offrez pour me prononcer sur cette journée et surtout sur le thème qui a été choisi. Et je vais rappeler d'abord que c'est le thème international choisi par l'UNESCO, promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix. Et nous, au Mali, on s'est dit que ce thème est en droite ligne avec les préoccupations de l'heure. On sait qu'au Mali, aujourd'hui, le problème qui se pose, surtout dans certains milieux, c'est les problèmes entre des ethnies, entre certaines langues, des problèmes de compréhension. Donc on s'est dit qu'en principe, le problème de langue ne doit pas poser problème de cohabitation. C'est pourquoi quand on nous a fait parvenir le thème international, on s'est dit que ce thème nous sied et qu'on allait le reconduire comme thème national. Mais qu'est-ce que l'alphabétisation peut jouer justement dans ce contexte de crise? L'alphabétisation, on le sait, c'est un outil de développement. C'est un outil de développement, c'est un outil de renforcement de nos valeurs endogènes. Et à ce titre, ça va vraiment être un outil de résolution de la crise au sein de la communauté, au sein du peuple malien et au sein du Mali et de nos partenaires, nos voisins. Quand je parle de la sous-région, il y a l'espace 40 qui est là, il y a l'espace couvert par la Fondation Strom. Donc cet espace-là est lié par la langue, par l'alphabétisation, par les populations qui parlent pratiquement les mêmes langues. Donc ce sont des enjeux qui vont un peu au-delà de nos frontières. Bien sûr, ça va au-delà de nos frontières. D'accord, activité commémorative, donc à partir de ce jeudi pour une semaine. Qu'est-ce que vous avez au programme? Au programme, nous avons d'abord le lancement qui s'est tenu sous le haut parrainage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Mega. Et à cette cérémonie grandiose, il y a eu tout le gouvernement du Mali, les partenaires de l'éducation, la société civile et aussi il y a beaucoup d'activités de communication telles que celles qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, à la télé, à la radio, à travers les médias sociaux. Il y aura une grande conférence de débat le 17 de ce mois sur le thème international qui sera développé par le partenaire UNESCO et un autre thème qui sera développé par des personnalités de renommée qui est intitulé l'officialisation des langues nationales, enjeux et défis. Et lors de cette conférence qui se tiendra le 17, nous aurons d'amples informations sur la valeur de l'alphabétisation et de nos langues nationales au Mali. On va essayer donc déjà d'en avoir dans cette émission, mais parlons déjà de ce 8 septembre, journée internationale de l'alphabétisation. Parlez-nous de l'historique de cette journée. Bon, pour parler de l'historique, je dirais que c'est une journée qui a vu le jour à Téhéran depuis 1965 et suite à un certain constat de taux élevé d'analphabétisme à travers tout le monde entier. Et le partenaire UNESCO a pris la décision lors d'une réunion de tous les ministres du monde entier pour commémorer désormais le 8 septembre, journée internationale de l'alphabétisation. Mais quand on prend les chiffres de l'UNESCO qui donnent près de 750 millions de personnes à l'échelle mondiale sur 8 milliards de personnes, ce n'est pas finalement grand-chose, est-on tenté de le dire? Oui, ce n'est pas grand-chose pour les pays qui sont, disons, entre guillemets, développés. Mais pour des pays comme le nôtre, c'est grand-chose. Quand on sait qu'au Mali,
une étude qui est d'ailleurs une étude qui n'est pas tellement récente, parce que ça date de 2018. Cette étude nous fait voir que le taux d'analphabétisme est élevé, et analphabétisme, notez bien, est à environ 70%. Et ça varie des zones rurales aux zones urbaines. Et les zones rurales sont les plus affectées par ce taux d'analphabétisme qui montre que les populations, non seulement celles qui vont à l'école, sont déscolarisées très précocement, ou bien il y a peu de chances ou pas de chances d'accéder au système formel. Alors vous nous dites que l'étude n'est pas très récente, pour nous dire certainement que les chiffres ont peut-être évolué. Est-ce que vous estimez que l'analphabétisme est en progression au Mali? Pas en progression, mais pas non plus en diminution. Pour ça, je vais me référer à quelques avancées, telles que les résultats donnés par le programme Vigro d'alphabétisation, qui est un vaste programme qui a démarré depuis 2009 et qui nous montre que au niveau de nos centres d'alphabétisation fonctionnelle qu'on appelle CAF, nous avons 12 187 apprenants, et dont 8 484 femmes et 3 703 hommes, qui sont encadrés par 719 enseignants. Quand nous prenons aussi d'autres centres, comme les centres d'éducation au développement qu'on appelle communément CED, les apprenants sont au nombre de 6 333, et dont 2 649 femmes et 3 684 hommes, qui sont encadrés par 426 encadreurs. Et quand on prend le seul centre d'éducation pour l'intégration qu'on appelle CEI, c'est un centre qui est situé entre le Mali et le Burkina Faso. Ce centre encadre 54 jeunes, ce sont des Maliens et des Burkinabés, et qui sont encadrés par 9 enseignants, dont 3 femmes en coupe-couture, machinisme agricole, tissage et grillage et menuiserie bois. Et enfin, quand on prend nos centres d'alphabétisation féminin, qui sont au nombre de 4, un à Bamako, un à Nara, un à Bourem et un à Koutiala. Ces centres encadrent 273 jeunes filles et femmes, et avec 28 encadreurs. Donc ça veut dire que même si l'alphabétisation n'est pas tellement en diminution au Mali, il y a des dispositions fortes qui sont prises pour que des structures adéquates accueillent ceux qui sont vraiment dans le besoin. Mais est-ce que vous êtes satisfait des chiffres que vous nous donnez? On n'est pas tellement satisfait, parce qu'on sait que le programme Vigro d'alphabétisation et d'autres programmes encore, il y a les programmes développés par nos partenaires. Ces programmes sont en diminution de financement. Il y a le taux de financement de tous ces programmes qui est vraiment à baisse, à moins de même 30 ou bien 20%. On sait que ces centres, même s'ils sont là, il y a beaucoup de centres qui sont présentement fermés, et cela en lien avec l'insécurité, en lien avec le manque de financement. Donc on n'est pas tellement satisfait de tous ces résultats que j'ai donnés. On peut être en deçà de ces chiffres. D'accord, on va y revenir. Peut-être qu'on a mis un peu la charrue devant les bœufs, mais parlons d'un certain nombre de deux concepts pour mieux se comprendre. On parle d'alphabétisation, on parle d'éducation non formelle. Qu'est-ce qui est inclus dans quoi? Alphabétisation, c'est apprendre à lire, écrire, calculer à une personne qui est dans le besoin. Et principalement, nous, on le dit dans le cadre de nos langues nationales. Et surtout, ça s'adresse à des adultes qui sont soit analphabètes, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, ou bien à des jeunes qui ont été à l'école et qui sont déscolarisés. Donc là, ça, c'est l'alphabétisation. Et maintenant, l'éducation non formelle s'adresse aussi à donner des compétences de travail à des jeunes. Les deux sont liés. Parce que qui dit alphabétisation dit alphabétiser pour être utile dans la société. Donc c'est pourquoi nous lions l'alphabétisation à l'éducation non formelle. Il faut donner une seconde chance à ces jeunes qui vont dans nos centres d'alphabétisation pour qu'ils soient productifs. C'est pourquoi j'ai parlé des métiers qui sont enseignés dans nos centres. J'ai parlé de l'agroalimentaire, de la coupe-couture. Donc c'est ce qu'on appelle l'éducation non formelle. C'est tout type d'éducation qui n'est pas exercée au niveau de l'école classique. L'alphabétisation donc désignée en règle générale au Mali sous le vocable de Balikou Kalan, est-ce uniquement pour Balikou finalement, entendez les personnes âgées? Ce n'est pas seulement pour les personnes âgées. On le dit, ça c'est le vocable Balikou Kalan, comme on le dit, pour spécifier, pour faire la différence avec l'école classique. Mais aujourd'hui, ça s'adresse à tous ceux qui n'ont pas la chance d'aller
d'aller à l'école ou bien qui ont été déscolarisés de façon très précoce. Est-ce que ces deux branches sont là pour pallier en quelque sorte les insuffisances ou prendre en compte les laissés pour compte de ce que vous appelez le système classique? Les deux à la fois. Il faut les insuffisances parce qu'on voit que souvent, il y a des enfants, surtout les filles, qui sont inscrits à l'école et dont les parents n'ont pas les moyens d'entretenir jusqu'à être à un certain niveau d'éducation. Donc ces enfants sont récupérés et versés dans le système, dans notre système, dans le sous-secteur de l'éducation non formelle. Et il y a aussi ceux qui n'ont jamais été à l'école, ou bien des adultes, les adultes qui, quand ils sont dans la microfinance, ils sont dans le petit commerce, ont besoin quand même de maîtriser mieux leur sous-secteur. On leur conseille vraiment d'aller vers l'alphabétisation pour savoir lire, écrire et même calculer. Ça, c'est toujours connu. On a vu ça dans les grands programmes et projets, au niveau de la CMDT, au niveau de l'HVN, au niveau de toutes les grandes entreprises qui recrutent des personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou bien d'avoir un diplôme requis. La finalité, c'est juste apprendre à lire ou, j'imagine, on n'a pas de diplôme, mais finalement, la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est de disposer d'une connaissance requise pour mieux exercer le métier qu'on est en train de faire, ou bien d'avoir même un métier. Parce que nous, on lie l'alphabétisation au métier. Parce que c'est ce qu'on appelle l'alphabétisation fonctionnelle. Il faut lier l'alphabétisation au métier. Quand vous prenez nos centres d'alphabétisation féminin, et vous partez à Kalabankura par exemple, ce centre-là, les jeunes filles et jeunes dames qui sont là apprennent des métiers porteurs tels que la coupe-couture, le tissage, la coupe-couture, etc. Donc, elles ont non seulement elles sont alphabétisées, mais il y a le métier qui est là. Donc, il faut lier l'alphabétisation à des métiers porteurs. Et même un menuisier, pour qu'il puisse mieux exercer son rôle, il faut qu'il soit alphabétisé. D'accord. Vous nous avez parlé de CAF, de CED, de CEI. Parlez-nous un peu de ce dispositif. Est-ce que vous avez un maillage du territoire de votre dispositif pour alphabétiser les Maliens? Et quand on prend les CAF sont au niveau de toutes nos académies. Toutes les académies du Mali ont des centres d'alphabétisation fonctionnels et qui sont ouverts pendant l'année scolaire. Parce que nous aussi, nous ouvrons en octobre comme le formel et il y a les 3 mois de vacances qui sont donnés aux apprenants. Quand vous prenez les CED aussi, les CED c'est au niveau surtout des collectivités, des mairies qui aident les populations à récupérer les enfants non scolarisés et déscolarisés. Et ces enfants sont dans les centres d'éducation au développement. Maintenant, on est en train de voir une autre stratégie avec le partenaire Caranta. C'est des centres d'éducation non formelle à visée scolaire. Ces centres-là, on prend les enfants de 8 à 15 ans qui ont été déscolarisés précoces ou bien qui n'ont jamais été à l'école. On leur donne une éducation pendant 1 à 2 années et ceux qui sont les plus performants après les examens sont reversés dans le système scolaire. Ça, c'est l'école de la deuxième chance. Donc ça, c'est au niveau des collectivités et on ouvre ces centres-là avec les mairies. Quand vous prenez les centres d'apprentissage féminin, je le disais tantôt, ils sont au nombre de 4 seulement. Ça, on a toujours décrié l'insuffisance. Mais le département est en train de voir comment en ouvrir au niveau de toutes les régions du Mali, au niveau de toutes les académies, pour que toute la population malienne soit vraiment servie. Justement, quand et comment est-ce que vous comptez arriver à cette couverture nationale quand même pour que personne ne soit laissé pour compte par ce système qui essaie de pallier les insuffisances de l'autre qui a fait des laissés pour compte? Là, on a une grande opportunité en 2024. Ça, c'est vraiment la constitution du 22 juillet 2023 qui consacre à son article 31 que les langues nationales sont les langues officielles du Mali et que le français est la langue de travail. On va d'ailleurs y revenir un peu plus en détail. Donc, à travers cette loi, à travers cet article de la Constitution, nous avons l'opportunité d'avoir aujourd'hui une loi organique portant officialisation de nos langues nationales. Donc, cette loi, dès qu'elle sera promulguée par le CNT et elle sera mise en œuvre, on aura beaucoup de chances d'avoir la politique de l'éducation non formelle, la politique des langues nationales qui va déterminer comment et quand on va vraiment avoir les centres
partout au Mali. D'accord, vous nous avez déjà parlé de quelques difficultés, vous avez déjà effleuré le sujet, mais quels sont aujourd'hui véritablement les obstacles qui se posent à la bonne marche des programmes d'alphabétisation au Mali? Les difficultés, je le disais tantôt, c'est surtout l'engagement des collectivités. L'engagement des collectivités, l'engagement même des populations, que la population malienne ait confiance en nos langues nationales. Qu'on sache que... Parce qu'on ne comprend pas les enjeux. On ne comprend pas les enjeux. Qu'il sache qu'un enfant qui commence à lire et à écrire dans sa langue maternelle comprend mieux ce qu'il dit, ce qu'il écrit, qu'un enfant qui apprend dans une langue étrangère. Nous tous, on a été à l'école des Blancs, hein, mais un enfant, par expérience, tout ce qui a été démontré à travers les projets et programmes bilingues ont démontré que l'enfant qui a la chance d'apprendre au début dans sa langue maternelle est beaucoup plus surdoué que celui qui commence par une langue étrangère. Et que les populations comprennent que ce n'est pas pour lutter contre les langues étrangères. Nous sommes quand même dans un système de mondialisation et de globalisation. On ne peut pas laisser de côté les autres langues, mais il faut privilégier nos langues nationales, privilégier l'alphabétisation pour qu'il y ait vraiment un développement local, un développement endogène du Mali. Engagement des collectivités, des populations, vous avez dit, d'autres difficultés? Et difficultés, c'est aussi des difficultés d'ordre financier, je ne voulais pas en parler, mais il faut que je le dise. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Bien sûr, oui. On a peu de partenaires, peu ou pas de partenaires qui sont dans ce sous-secteur. Vous verrez qu'au niveau du département de l'éducation, il y a tellement de partenaires qui viennent, mais tous ces partenaires sont dans le formel, au niveau du fondamental, au niveau du secondaire, au niveau du supérieur. Mais au niveau du sous-secteur de l'éducation et de l'alphabétisation, nous avons peu de partenaires. Donc ça, c'est une autre difficulté. Et peut-être la troisième difficulté, c'est vraiment peut-être un engagement fort de nos autorités. D'ailleurs, l'acte pris à travers la Constitution, c'est un acte que nous avons salué. Mais il faut qu'on aille au-delà. D'accord. Il faut qu'on aille au-delà de ce acte. Nous sommes donc déjà en plein dans le sujet langue nationale. Les défenseurs des langues nationales nous ont souvent dit qu'on ne se développe pas en utilisant la langue d'autrui. D'autres en parlent de la langue, donc comme d'un élément de souveraineté. Qu'est-ce que vous mettez en avant? Bon, la langue est un élément de souveraineté. Ça, on l'a toujours dit. Vous avez vu, une des recommandations fortes des années, c'est vraiment la prise en compte de nos langues nationales à travers l'administration, dans l'éducation, dans tous les secteurs de développement du Mali. Ça a été une des recommandations du peuple malien lors des assises nationales de la refondation. Donc ça, vraiment, on ne discute pas de cette vérité. Et nous en avons plusieurs quand même, Madame la directrice. C'est un atout ou finalement un handicap, le fait d'avoir un atout, c'est un grand atout. On a, au jour d'aujourd'hui, 13 langues nationales sont devenues des langues officielles. Mais cela ne veut pas dire que ça reste fermé pour les langues qui n'ont pas de lexique. Parce qu'il faut valoriser la langue. Il faut que la langue, on lui donne un lexique, une grammaire, un dictionnaire, toutes les chances d'être écrites, lues et comprises. Donc il y a des langues qui ne sont pas arrivées à ce stade. Mais les 13 langues, c'est un atout pour le Mali. Parce qu'aucune langue ne sera mise de côté. Et c'est très simple. Quand on va essayer de commencer à enseigner dans nos langues nationales, on ne va pas prendre la langue majoritaire qui est le Bamanankan. On va prendre par localité la langue du milieu et y associer une autre langue. Ça, je le dis, c'est des propositions que je vais faire. Associer le Bamanankan qui est la langue majoritaire. Donc quand on prend au nord, dans la région de Tombouctou, de Gao, si on enseigne à nos enfants depuis le préscolaire le Songhai peut être associé à notre langue majoritaire qui est le Bamanankan pour qu'il n'y ait pas de rupture avec l'ensemble de la nation, donc, etc. Donc c'est vraiment un atout que nous ayons ce multilinguisme qui est là, qui est convivial, qui est vraiment le savoir-vivre, on s'accepte. Moi je suis Sonrai, je suis en train de parler, je parle le Bambara. Les Peuls parlent Bambara, quand vous partez à Kidal, tout le monde parle Bambara, etc. C'est une chance qu'on ait un multilinguisme convivial et que toutes les ethnies puissent aller vers ça. Depuis juillet dernier, donc, elles sont devenues des langues officielles avec la nouvelle constitution, vous l'avez dit. Qu'est-ce que la décision change fondamentalement? Cette décision va beaucoup changer.
Ça va nous amener à mieux considérer nos langues nationales, à mieux travailler. Quand vous prenez il y a quelques années, un député qui va parler au niveau de l'Assemblée nationale est obligé souvent de se faire assister par un traducteur s'il ne s'exprime pas en français. Et là, les données vont changer. Il va s'exprimer dans sa langue du milieu et peut-être que des dispositifs seront mis en place pour que tout le monde comprenne ce qu'il va dire. Et ça sera la langue de travail. Ça va changer. Ça ne sera plus le français qui est la langue de travail où on est complexé, on sera obligé de parler français ou bien de se taire. Là, on va désormais parler nos langues nationales qui sont devenues officielles, écrire là-dedans et au niveau de l'administration et au niveau de l'éducation même. En attendant, le français est toujours aujourd'hui notre langue de travail. Quelles seront les étapes à franchir pour qu'une ou plusieurs de nos langues nationales deviennent véritablement langue de travail? Ça peut être compliqué, le parcours il peut être long, non? Il ne sera pas long, mais le département de l'éducation nationale prendra les dispositions qu'il faut dès que la loi qui est au niveau du CNT sera promulguée. On prendra les dispositions. Mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour cela? Par exemple, on se demande, vous avez parlé de l'enseignement, comment est-ce qu'on va arriver à enseigner les mathématiques, la physique, la chimie, enseigner à l'université, accéder aux technologies de l'information et de la communication? Est-ce que les dispositions concrètes sont là pour ça? Toutes ces dispositions sont prises. Venez à l'Académie malienne des langues. Venez au niveau de la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales. Nous avons toutes les dispositions, quelles que soient les matières, tout est là, tout est fin prêt. Et quand vous partez à la Direction nationale de la pédagogie, il y a aussi des divisions qui sont chargées d'élaborer les programmes dans nos langues nationales. Ça, on a les ressources humaines qu'il faut, on a les capacités qu'il faut et on est fin prêt pour y aller. Les compétences, les ressources humaines? Oui, les ressources humaines, on a. Nous sommes 3 services techniques au niveau de notre département. On parle de changement majeur quand même à l'échelle nationale, Madame la Directrice. Bon, c'est un changement et on dispose vraiment des ressources humaines qu'il faut pour aller à ce changement. D'accord. Dites-moi par exemple, pour l'enseignant qui est dans une école, on va dire de Gao, ça va se passer comment? Qui enseigne aujourd'hui en français. Mais c'est une formation des formateurs. On va les former. C'est très simple. Aujourd'hui, on a un projet qui est déjà dans ça. Donia Tablo de l'USAID, qui était le projet SIRA. Ils sont en train de former les enseignants dans la langue. Mais eux, ils sont avec seulement le Bamanaka. Et ces enseignants, automatiquement, donnent les cours dans nos langues nationales. Ça, c'est pas sorti. D'accord. On a eu dans le temps les programmes de pédagogie convergente à l'école. C'était quand même une façon d'introduire nos langues nationales. Est-ce qu'on peut dire qu'il a tourné un peu court puisqu'il s'est arrêté? Il est arrêté parce qu'il n'y avait pas d'engagement politique fort. Mais dès qu'il y aura un engagement politique fort, dès que les décideurs vont dire que désormais, nous allons enseigner dans telle langue, je pense que le reste suivra. Les techniciens sont prêts, on attend que le mot d'ordre. Et je pense que ça va arriver, le jour arrivera. D'accord. L'avenir des langues nationales, Madame la Directrice, comment est-ce que vous le voyez? Je le vois très radieux parce qu'il y a un engagement politique. On le disait tantôt, c'est un grand pas avec le dispositif de l'article 31 qui nous donne vraiment cette opportunité d'être langue officielle. Avec la loi organique qui a passé en Conseil des ministres le 24 juillet passé, c'est une grande opportunité que nous avons. Donc, l'avenir est vraiment radieux pour nous. Alors, revenons donc à la commémoration de cette journée cette année. Qu'est-ce que vous avez concrètement au niveau de vos centres de formation? Pour la journée, nous avons, en plus de ce que je viens de dire, toutes les académies sont en train de se mobiliser pour commémorer, soit à travers des conférences débats, soit à travers des émissions radio. Et les CAP aussi, les centres d'animation pédagogique, et les collectivités aussi. Et ce que je vais encore dire, c'est que la semaine va se clôturer par une grande activité au niveau de la région de Koulikoro à travers le village de Muntugula, la commune rurale de Muntugula. Et il y aura une grande festivité qui sera présidée par le ministre de l'Éducation nationale et au niveau de cette collectivité le 19 septembre. Et en dehors de ça, il y a beaucoup d'activités qui sont en cours. Et au niveau de
au niveau de toutes les localités. Il y a des partenaires qui sont en train d'organiser des conférences débats. Et tout ça, c'est coordonné par la grande commission d'organisation dédiée à ça. Vous avez donc choisi Montougoula, vous l'avez dit, pour la clôture. Pourquoi Montougoula? Montougoula a été proposé par le partenaire de la Fondation Strom, qui est un partenaire de taille. Comme d'autres partenaires, l'an passé, on était avec le partenaire DVV international et un partenaire allemand. Cette année, ils ont proposé des réalisations très, très visibles au niveau de Montougoula, où ils ont alphabétisé des jeunes et des femmes qui sont en train de transformer les déchets plastiques en table-banc. Donc, pour ça, on s'est dit que vraiment c'est salutaire. Il faut que l'exemple de Montougoula, de la mairie de Montougoula, soit vu et connu à l'échiquier national. D'accord. Disons un mot quand même de ce programme vigoureux d'alphabétisation qu'on a eu dans le temps. Alors, est-ce qu'il a laissé des acquis sur lesquels vous évoluez aujourd'hui, ou bien il n'en reste pas grand-chose? Il continue. Les fonds sont minimes, mais ça continue toujours. D'accord. Et c'est mis en œuvre par au niveau des collectivités, par nos CAP et nos académies. Sinon, il y a vraiment des acquis de ce... Parce qu'il y a des centres qui sont toujours ouverts. Les centres financés par le PVA, le programme vigoureux d'alphabétisation, sont toujours ouverts. À l'image des écoles classiques. D'accord. Vous avez parlé du manque d'engagement un peu des collectivités, des populations. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire quand même à tout le monde avant de quitter notre plateau? Ce que j'ai envie de dire aux collectivités, c'est qu'ils sachent que ces centres ouverts au niveau des différentes collectivités relèvent des collectivités. Il faut qu'ils prévoient, les mairies prévoient au niveau de leur PDSEC quand même des éléments de prise en charge de ces centres. Ne serait-ce que prendre en charge les fournitures, prendre en charge les encadreurs, les enseignants qui sont là, et ouvrir davantage d'autres centres parce que ça relève des collectivités. Donc c'est vraiment important qu'ils sachent que sans leur implication, sans l'implication des collectivités, des mairies, de nos structures locales, ces centres ne peuvent pas fonctionner. Et le message de la directrice aux Maliens que nous sommes à l'occasion de la célébration de cette journée? Ce message, c'est vraiment une invitation forte à toute la population malienne, femmes et hommes, à croire en nos langues nationales, à croire à ce qu'il n'y a pas de développement de notre pays sans la prise en compte exacte de nos langues, sans alphabétisation, et qu'on sache que l'alphabétisation est une clé, comme l'école classique, de développement de notre pays. C'est ce que je tiens à lancer comme message, et j'invite les populations à vraiment fêter cette semaine, la semaine de l'alphabétisation avec nous, qui se déroulera du 12 au 19 septembre. Et je remercie le RTM pour m'avoir donné cette opportunité et de mieux m'exprimer sur vraiment cette thématique qui est vraiment importante pour le département de l'éducation et pour tout le Mali entier. Alors, on vous souhaite une bonne fête de l'alphabétisation, si on peut l'appeler ainsi. Merci. Et nous vous remercions, Madame la directrice, d'avoir répondu à nos questions. Merci, M. Konaté, je vous remercie. Merci. Merci, Mesdames, Messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'invité. Bonne suite de programme sur le RTM.